Non, ça marche pas. Voilà, en direct du marché des producteurs d'Ops. Je suis avec Christophe, apiculteur. Bonjour. Bonjour, on est sur France Inter là. Voilà, en quelque sorte. Donc, tu es apiculteur. Bon, alors je vais essayer de pas dire trop de conneries parce qu'il y a toute la France qui C'est nous vrai entend. que le miel, c'est le caca d'abeille. Ouais, alors le miel, c'est pas du caca d'abeille, non. Allez, je sens que l'interview va être sous haute tension. Pourquoi ce métier? Question que j'aime bien. Qu'est-ce qui t'a attiré pour en venir au métier d'apiculteur? Je sais pas, mais bon, j'ai fait ça, j'aurais pu faire du pistou aussi, hein. Mais enfin, j'aurais pas pu travailler dans une usine toute ma vie, quoi. Et donc oui, ça c'est sur le choix agricole, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose chez les abeilles qui a fait que tu aies fait ce choix, ou ça a été une opportunité de reprise? Comment ça s'est passé? Ouais, ça a plutôt été une opportunité, pas de reprise, mais de travailler avec des apiculteurs au départ. Et puis, moi au départ, j'avais un projet de maraîchage, mais à l'époque, c'était avant avant 2000, là, avant que vraiment le bio il ait fait son boom. Donc, c'était un peu compliqué à l'époque de vendre des légumes, parce que les gens ils étaient moins sensibles, et du coup après j'ai eu l'opportunité de travailler avec des apiculteurs qui étaient déjà bien installés et il y avait du travail pour plus, donc j'ai travaillé avec eux et jusqu'au jour où je me suis mis à travailler pour moi. Depuis combien de temps tu es dans les abeilles? Là depuis 1999, donc ça fait 15 ans. Et aujourd'hui, alors ce choix, tu l'assumes, tu l'aimes? Ah oui, ça me plaît toujours autant, parce que bon, la nature, on est bluffé tous les ans. Le printemps, on est toujours béat devant le printemps. Et saison après saison, en fait, on oublie le bonheur qu'on a vécu l'année précédente, c'est le bluff. Qu'est-ce qui te bluffe? La force des éléments, quoi, la force des plantes, la capacité des insectes à se sortir du sommeil de l'hiver, quoi. Ça c'est terrible, c'est de voir en hiver il y a genre peut-être 5000 ou 7000 abeilles dans une colonie, et si ça se passe bien elle va passer à 50 000 individus, c'est bluffant, quoi. Elles ont donc une activité hivernale? Ah oui, on dit qu'elles dorment, mais en fait elles dorment pas vraiment, elles passent l'hiver, quoi, mais s'il fait 15 degrés en plein hiver, que c'est pas rare, elles vont sortir, quoi. Si le lendemain il fait une gelée ou il pleut pendant 3 jours, elles vont rester à l'intérieur. En fait, il y a une activité dans la ruche. Voilà, seulement elle est réduite, même à une époque, elle est réduite juste à la survie, en fait, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'elles aient des réserves suffisantes pour passer l'hiver, parce que on va dire les dernières gouttes de nectar qu'elles récoltent, c'est au mois de novembre, on va dire, et après ça redémarre pas avant fin février, quoi. Alors, question très bête, mais il n'y a pas de question bête. Le nectar, le miel, qu'est-ce que le nectar et pourquoi ça se transforme en miel? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le secret de l'abeille? Alors le nectar, c'est le sucre qui est censé attirer les abeilles. Au départ, c'est la nature qui a prévu de se faire les fleurs, les plantes, elles ont prévu de se faire polliniser. Du coup, il faut qu'il y ait un moyen il y a une partie des plantes qui sont pollinisées par le vent, d'autres par les insectes. Et l'abeille, elle pollinise pas mal de plantes, et du coup, elle va aller sur une fleur, elle va butiner par exemple le nectar, mais en fait, la plante, elle veut qu'elle se mette des grains de pollen sur ses pattes et qu'elle les redépose sur une autre fleur où elle va pas forcément être attirée par le pollen, souvent par le nectar, et puis en fait gratuitement elle a fait la pollinisation, quoi. Donc en fait tu es en train de me dire que les plantes font un don aux abeilles, quoi, comme si c'était finalement un geste réfléchi, un présent pour attirer l'abeille, pour qu'elle se fasse polliniser, que ce pollen aille se mélanger avec le pollen d'autres fleurs, parce que l'abeille n'est non pas attirée par le pollen mais bien par le nectar. Alors ça c'est un cas où elle s'intéresse au nectar. Et après, il y a d'autres cas où elles s'intéressent au pollen, parce qu'elles sont également consommatrices de pollen. C'est avec le pollen qu'elles fabriquent la gelée royale, et c'est avec le pollen qu'elles nourrissent les larves, les premiers jours de la vie des larves d'ouvrières.
Et puis avec le gelée royale, elles nourrissent également la reine, ça c'est connu. Et après, elles utilisent aussi le pollen en bouillie pour continuer de nourrir les larves au bout d'un certain stade. Et alors pourquoi ça se transforme en miel? C'est quoi cette magie? Qu'est-ce qui se passe? Ben, le nectar, il est très liquide. Quand on le récupère, il est à 90, peut-être à 80-90% d'humidité. Et le miel, lui, il est à 16, 17, 18%, quoi. Donc elle le charge en enzymes, elle se le passe de bouche en bouche. Du coup, elle les déshydrate et elles ajoutent en fait des enzymes qui vont faire que le nectar va se conserver. Mais sinon, il se conserverait pas, il fermenterait, quoi. Parce qu'en fait, c'est plus d'eau que de sucre au départ. Elle le concentre. Et elles s'en nourrissent en fait, c'est ça? C'est leur nourriture? Voilà, c'est leur hydrate de carbone. Ouais. C'est avec ça qu'elles passent l'hiver. Parce que l'hiver, elles se nourrissent que de miel, quoi. Du pollen, elles n'en ont pas besoin. Les adultes, elles n'en consomment pas. Et donc, quelque part, tu leur prends leur nourriture. Donc, j'imagine que tu prends seulement une partie. Comment tu arrives à évaluer ça? Comment l'œil de l'apiculteur joue justement dans ce mariage avec ses abeilles? Si tu en tires trop du miel, j'imagine que tu prends le risque de les épuiser pour l'hiver. Et si tu n'en prends pas assez pour la ferme, pour l'apiculture, c'est difficile en termes de marché. Comment tu arrives à équilibrer les deux? Ben, dans les meilleures conditions, on est plus raisonnable, et dans les conditions, on fait vraiment une très mauvaise saison, on va leur en prendre un peu trop, quoi. Alors bon, je vais être honnête, je ne vais pas raconter d'histoires aux gens. Parfois, on leur donne du sirop au début du printemps parce que on en a trop pris, et qu'au début du printemps, là, quand elles se réveillent, c'est là qu'elles ont besoin, quoi. Plein hiver, elles ne consomment pas beaucoup, mais elles consomment surtout avant l'hivernage et à la sortie de l'hivernage, là, quand la reine a repondu, et on arrive mi-mars, là, il commence à y avoir bien des abeilles, et puis elles n'arrivent pas à rentrer autant que ce qu'elles consomment, quoi. Donc là, parfois, on les nourrit, quoi. Mais bon, dans les bonnes années, quand on a le climat avec nous, c'est minime, quoi, le nourrissement. Et une bonne année, c'est quoi alors? C'est du soleil, c'est de l'eau, c'est du soleil, de l'eau, c'est quand le soleil, quand l'eau? C'est quoi la bonne recette? C'est compliqué quand il faut qu'il fasse beau, quand il faut qu'il pleuve, tout. Bon, il faudrait qu'on ait des pluies dans l'hiver pour démarrer avec des conditions où le sol soit chargé d'eau, on va dire au mois de mars, quoi. Et après, il faut qu'il pleuve régulièrement de mars à toute l'année, quoi. Mais disons que là, comme on a connu, là, on connaît des années avec une pluviométrie plus étalée. Mais dans le début des années 2000, on a connu des sécheresses, et là, c'était dur, quoi. Et là, à l'inverse, des fois, on connaît des années où il pleut trop, et du coup, il fait pas assez chaud. Alors les plantes, elles produisent du nectar qu'à partir d'une certaine température. Donc des fois, il y a des floraisons qui sont magnifiques, mais il fait trop froid et les abeilles, elles rentrent rien. Ou alors aussi, elles rentrent rien parce qu'il pleut, et quand il pleut, elles ont du mal à voler, quoi. Mais c'est surtout lié aux plantes. D'accord, ouais, la météo a l'influence sur les abeilles, sur les fleurs, mais c'est surtout sur les fleurs que l'impact se fait ressentir. Voilà, ouais, c'est surtout sur les fleurs, là. Sur la lavande, s'il fait 30 degrés ou 35 degrés, c'est impeccable. S'il fait 25, c'est moins bien. Est-ce que tu travailles avec des espèces précises d'abeilles? Là, essentiellement, c'est l'abeille locale. Moi, je travaille avec de l'abeille locale, donc c'est l'abeille noire de Provence. C'est l'abeille que la nature a choisi de sélectionner ici. C'est elle qui a toutes les qualités pour travailler sur ce territoire, là. Parce qu'elle est... c'est elle qui a été sélectionnée par la nature. Donc moi, je travaille avec celle-là par bon sens, quoi. Quels sont les enjeux aujourd'hui sur l'apiculture? On entend beaucoup de problématiques. Je pense à des problèmes avec des pesticides qui apparemment feraient effondrer les populations d'abeilles. On entend parler aussi du réchauffement climatique qui déréglerait le climat et par-delà l'équilibre des écosystèmes. Est-ce que ce sont des fantasmes journalistiques pour vendre? Est-ce que toi, c'est des constats que tu fais réellement? Alors bon, sur le climat, c'est pas très grave. Là, pour nous ici en Europe,
On a la nature, elle s'adapte. Si demain il fait un peu plus chaud ou un peu plus froid, il y a des choses qui vont se décaler, mais l'un dans l'autre, on y arrivera. Mais le plus emmerdant, c'est les monocultures. Parce que sur les territoires où il y a des monocultures, souvent il y a un problème de biodiversité. Donc bon, l'abeille, elle a besoin d'un bol alimentaire assez varié, comme nous. Et c'est comme si on mangeait des pâtes pendant 6 mois, ça n'irait pas. Et elles, si elles vont sur un territoire, sur un périmètre de 3 km à peu près pour butiner. Donc si tout autour, il n'y a que du colza, alors pendant le colza, elles vont être contentes, mais après, des fois, il n'y a plus rien. Alors ça c'est pas terrible. Ou alors il y a colza, tournesol ou maïs, et puis après il y a plus rien parce que les paysans ils ont supprimé toutes les haies, il n'y a plus de bocage, il n'y a plus rien. Ça c'est très grave pour ceux qui n'ont pas la chance d'être apiculteurs en France, parce qu'ici on a vachement de forêt, et après il y a toute l'industrie qui va avec, pharmaceutique, qui fait que aujourd'hui entre les produits de traitement et puis même là, en ce moment, là, ils vont nous pondre des OGM déguisés. Là, ils appellent ça les ENR, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et du coup, sur le colza et le tournesol, ils nous prévoient des nouvelles variétés qui vont être manipulées. C'est pas des OGM d'après eux, mais c'est la même chose. Et du coup, ils vont pouvoir passer des désherbants sur les plantes et les plantes résisteront. Bon, alors les cultures, les récoltes, pareil, elles vont être contaminées, mais ça, bon, on n'en parle pas trop. Ça va être encore des problèmes de santé publique pour bientôt. Et puis nous, nos abeilles, elles vont ramener des récoltes contaminées. Donc elles vont souffrir. Et bon, voilà, mais comme l'Organisation mondiale de la santé, l'AFSA, tout ça, ils sont de mèche avec les marchands de pesticides, on n'en parle pas, quoi. Et toi, ton miel, il est analysé, le consommateur peut avoir des garanties, ou vous pouvez malheureusement pas, les apiculteurs, garantir qu'un miel est chargé en pesticides ou pas? S'il était chargé, on se cacherait bien de dire qu'il est chargé. Bon, là, en l'occurrence, la plupart des miels, ils sont originaires d'ici, donc c'est des flores sauvages, quoi. Il n'y a que le miel de lavandin qui est un miel de fleurs cultivées. Sinon tout le reste c'est des miels de fleurs sauvages. Donc bon, ça garantit quand même un peu plus de propreté, quoi. Ouais, on va pas aller mettre du pesticide sur ces territoires, c'est pas l'objectif du tout. Ouais. Et du coup, bon, après, cela dit, le problème c'est qu'il y a des apiculteurs sur leur territoire. Ils n'ont pas de chance, quoi, parce que pour exercer eux leur métier sur des floraisons propres, c'est impossible parce qu'ils ont colza, maïs, tournesol, blé. Et pourtant, au départ, quand on fait de l'apiculture, c'est parce qu'on est passionné par les abeilles. Donc, a priori, on pourrait faire ça partout en France, mais bon, aujourd'hui, ça devient compliqué, quoi, parce qu'ils sont obligés d'enlever leur ruche à un moment parce qu'ils ont trop de casse. Tu transhumes jusqu'où, toi? Tu es sur un périmètre de combien par rapport à ton exploitation? Plus loin, je vais jusqu'en région Rhône-Alpes pour faire la cassiare, le châtaignier, le tilleul. Jusqu'en région Rhône-Alpes? Ouais, ça fait jusqu'à 400 km de l'exploitation, quoi. Parce que tu trouves pas les pâtures, les champs à butiner nécessaires en PACA? Parce qu'il y a un moment de l'année où ici, c'est vrai que si on laisse les ruches ici, une année ça va être bien, et puis peut-être 3 années ça va pas être ça. Donc comme il faut quand même qu'on fasse notre beurre, on bouge comme les éleveurs ils vont en estive avec leurs brebis, pour gagner plus. Faut pas se leurrer, quoi. Tu te considères berger d'abeilles? Et ouais, c'est ça. On fait le même travail. Sauf que nous, on n'est pas obligé de les tuer pour en vivre. Ça, c'est plus cool. Ouais, il y a un côté plus cool. Et comment tu définis un parcours? Est-ce que c'est... tu te dis, voilà, je veux tel type de miel, donc c'est à telle période, dans tel endroit, et tu essaies de trouver des terrains? Ou est-ce que c'est parce que tu connais des gens et que ça se fait à l'amical? Comment ça se passe? Non, au départ, on définit les miels qu'on veut faire, parce qu'ils correspondent à une saison, quoi.
Donc on sait qu'il faut qu'on occupe les abeilles en production du mois d'avril à, on va dire, jusqu'à la lavande, donc jusqu'au mois de juillet. Donc en fait, tu vois, c'est assez court, ça fait avril, mai, juin, juillet. Voilà, fin juillet, c'est fini la production, la récolte pour elle. Hein. Et donc il faut qu'on se bouge, quoi. Hein. Faut qu'on fasse un maximum de miel. On a 4 mois pour... Bon, il y a un travail avant, il y a un travail après, mais le travail des récoltes des abeilles, c'est ça, c'est 4 mois. Donc nous, il faut qu'on s'active pour pas louper le coche, quoi. Parce qu'après, la récolte d'après, il faut attendre l'année prochaine, l'année d'après, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage. Où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors des marchés de producteurs? À Draguignan, sous les Halles, il y a un point de vente collectif de producteurs sous les Halles de Draguignan. On est ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi matin. Et quel parfum on trouve sur ton stand? Bah là, il y en a pas mal, il y en a 10, alors il faut venir voir. Allez, on vous invite alors à découvrir ces parfums. Merci beaucoup Christophe pour ton témoignage.